Bonjour, ici Martin Saint-Pierre et bienvenue à cette émission spéciale en direct du DigiHub dans le cadre du colloque Relève et transfert d'entreprise organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan. Je suis en compagnie de Indira Moody, présidente de Louis Lafrance et Fils. Merci Indira d'avoir accepté mon invitation. Merci Martin de nous avoir invités. Indira, une très longue feuille de route, donc vous me permettrez que je prenne ma tablette pour vous lire une petite présentation d'elle et je suis persuadé qu'elle le fera d'une meilleure façon par la suite, mais comme le veut la coutume, ça va comme suit. Indira est diplômée de l'École polytechnique de Montréal en génie industriel en 1996, spécialisée en production et contrôle de qualité. Depuis, elle a complété plusieurs programmes de leadership, notamment, excusez mon anglais, du Harvard Business School et du Duke University. Indira possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie. Elle a travaillé 16 ans dans le domaine du pétrole pour des multinationales et 4 ans dans le domaine du nucléaire. Est-ce qu'il y a un lien entre le pétrole et le nucléaire? Peut-être qu'on en saura davantage tout à l'heure. Mais de l'énergie, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir le lien entre l'énergie et un abattoir. Donc ça risque d'être fort intéressant. Au cours de sa carrière, elle a gravi tous les échelons dans l'industrie pétrolière en débutant comme ingénieure sur des plateformes pétrolières, comme directrice des opérations, directrice des ressources humaines, directrice qualité et comme vice-présidente. Ce qui est intéressant, c'est qu'Indira a œuvré dans 11 pays, sur 4 continents différents, dont l'Afrique centrale et l'Europe. Pour mon plus grand bonheur, et j'espère pour le vôtre aussi, elle est de retour à Shawinigan après avoir parcouru tous ces pays en travers les années, où le 6 avril 2012, Indira et son conjoint font l'acquisition de l'abattoir Louis Lafrance et Fils. Ma question sera toute simple et vous l'avez deviné, pourquoi un abattoir? Merci Martin et merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Je pense que le sujet de la relève est un sujet qu'on ne trouve pas systématiquement dans les livres. Et ce genre de discussion, c'est vraiment là où on trouve beaucoup de vécu, ce qu'il y a dans le cœur, comment ça se passe. Et c'est vraiment très bien d'avoir organisé ça. Donc pourquoi un abattoir? C'est une question que je me fais, qu'on me demande souvent. Entrepreneur dans l'âme, à 18 ans, j'ai décidé d'être ingénieur industriel parce que je savais que j'aurais mon entreprise, mon usine, quelque part dans le monde pour contribuer au monde. C'était clair étant tout petite. J'ai aimé quand on a commencé à présenter au début et on a montré la clé qui montait 10 ans de planification ou de relève, les 5 années plus une année d'externe. C'est la réalité. En réalité, pour les compagnies, les grosses compagnies, on le sait, hein, il y a beaucoup de, même quand on parle de BM ou de BMW ou d'autres compagnies, ça a commencé dans le cœur, en quelque part, chez quelqu'un. Donc moi, en 2005, je commençais ma première entreprise qui était African Suppliers, qui avait 3 mandats, qui était d'amener des produits locaux à de la qualité pour pouvoir les revendre en Afrique. Donc African Suppliers, supply l'Afrique, pas l'Afrique et ailleurs. C'était la première idée. La deuxième, c'est la gestion des ressources humaines. La troisième, la gestion des gros projets. 5 ans après, en 2010, on décidait de grandir. Et on voulait avoir une entreprise. Donc on a cherché. On a failli acheter une entreprise en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, qui était une compagnie de commodité, qui faisait du savon, de la pâte dentifrice. Et le revendeur en voulait 2 fois le prix. Et il y a une leçon que j'ai apprise, c'est la valeur de la bonne volonté, il faut y en mettre un petit peu. Mais 2 fois le prix de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose de viable. Donc on ne l'a pas prise et on a continué la recherche. J'étais déjà venue dans la région de Shawinigan en 2009 avec l'aide de la SADC. J'ai visité 14 entreprises ici. Et voilà, quand cette entreprise est venue dans notre portfolio, elle remplissait tous les mandats, 4 mandats. La première chose, c'est que les états financiers étaient très beaux. J'ai visité personnellement l'entreprise. C'est une belle usine industrielle. Ayant le cœur industriel, je l'ai vu de point de vue d'industrie vraiment très beau. Troisième chose, le prix demandé était correct. Comparément à la valeur, c'était vraiment correct. Et la 4e chose, l'équipe que j'avais mis en place, qui ont regardé tout ça, étaient tous d'accord. Donc, les cases étaient mises et on a décidé de la prendre. Lorsqu'on s'est préparé pour l'entrevue, vous me le disiez ce matin, donc là, je dévoile ça devant public, vous disiez qu'il y avait plusieurs repreneurs potentiels pour acheter l'abattoir
et ils ont finalement opté pour vous et votre conjoint. Comment s'est passé le processus d'acquisition? Alors, François vous fait dire, François et André sont les anciens propriétaires, hein. Ils auraient dû être là, mais ils sont en vacances en dehors du Québec. Et ils ont dit que s'ils étaient même au Canada, ils seraient venus à ce colloque. Donc, ils s'excusent de ne pas être là, ils auraient voulu être là. Ça montre que l'aspect humain dans la relève est très, très important. Et pour répondre à la question, c'est plus que primordial que d'avoir l'interaction, de sentir lorsqu'on veut faire cette relève que la personne qui prend a un chemin à faire avec. Effectivement, quand je suis arrivée, je n'étais pas de la région. Peut-être que j'étais québécoise parce que ça fait 27 ans que je suis ici. Mais il a vu dedans un cœur de quelqu'un qui était industriel, qui avait envie d'aller de l'avant, qui ne connaissait peut-être pas. Et l'exception fait la règle quand on disait qu'il faut connaître le marché. Dans notre cas, on savait qu'on voulait réussir dans un domaine industriel. Et ça, ils l'ont vu. Donc, quand on a discuté, et ils ont vu le sérieux, ils ont dit, celle-là, je veux lui vendre à celle-là. Ça s'est passé comme ça. Je l'ai dit d'entrée de jeu, l'entreprise remonte à 1929. Donc, vous aviez cette assurance-là d'une entreprise bien implantée dans son milieu, qui est connue de ses fournisseurs et de ses clients, et c'est ce qui vous a interpellé? Absolument. C'était un marché prometteur. Donc, dans l'alimentation, la viande, on continuera à manger la viande. C'est vraiment quelque chose qu'il faut juste... C'est certes, il faut beaucoup de travail pour y arriver, c'est très vrai, mais dans quoi il ne faut pas beaucoup de travail? Je pense que dans tous les domaines, il faut beaucoup de travail. Donc, les fournisseurs, je parle de fournisseurs parce que chez nous, c'est vraiment les éleveurs qui sont nos clients. Ils viennent nous voir pour faire abattre leurs animaux. Et il y a aussi les magasins, les grossistes qui ont besoin de cette viande-là. Donc, eux, ils étaient tellement présents dans la réaction. Ils étaient d'ailleurs très inquiets quand on avait repris. Ils se demandaient, est-ce que ça allait aller ou pas? Et j'en profite pour répondre à une autre question qui va s'en venir. C'était comment est-ce qu'on a mis en confiance tout le monde? Comment est-ce qu'on a géré le management of change? On l'a géré avec ce qu'on appelle vraiment du leadership presence. On était présents. Pour chaque employé qui avait une question, qui voulait quelque chose, on a répondu aux questions. Pour chaque client qui avait besoin de tel produit, on était là et la qualité du service était là. Pour chaque fournisseur qui se posait la question, est-ce qu'on allait avoir le même service? On était là et on s'assurait que ça suivait. Les fournisseurs particulièrement, c'est du lourd dans le domaine de la viande. Quand on parle d'un bœuf, par exemple, c'est du lourd. Se demander est-ce qu'on allait être payé? Oui, chaque facture était payée jour après jour, jour après jour. Et au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, la mayonnaise a pris et la relève s'est mise en place. Vous disiez que l'aspect humain, et on l'a abordé ce matin dans l'atelier avec Daniel Vézo, qui est très, très important. On a parlé aussi de l'aspect de la communication. Vous avez trouvé la pertinence d'être près des employés dès le départ, de répondre à leurs questions. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut quand même gérer une entreprise comme des nouveaux propriétaires, comme des nouveaux actionnaires. Comment ça s'est déroulé dans les premiers mois lors de l'acquisition? Alors, quand on a repris, les investisseurs, lorsque je me suis assis à la table de négociation, ont demandé 2 points qui n'étaient pas dans les négociations que moi j'ai eues avec le revendeur. Et je vois Jean à qui il fait un sourire. Les investisseurs m'ont dit on a besoin de 2 choses. On a besoin d'1 année de transition. Je m'étais mis d'accord 6 mois avec l'ancien propriétaire. Et la deuxième chose qu'ils ont demandé, c'est une balance de prix de vente. Moi, je n'ai pas discuté ça avec l'ancien propriétaire. Donc, c'est vraiment le cœur serré. Je me suis levée. Pourquoi je dis cœur serré? Imaginez-vous, depuis l'âge de 18 ans, je vais avoir mon entreprise. On a mis toute une équipe. Ça a été un long processus que d'y penser, se dire, c'est celle-là que l'on veut. Donc, il fallait aller chez les revendeurs en se disant que, bon, j'espère qu'ils ne vont pas choisir une autre personne, même si on avait un accord de principe. Et j'ai dit, écoute, j'avance très bien dans mes affaires, tout se passe bien. On a plusieurs financiers qui sont en train de se battre d'ailleurs pour savoir comment est-ce qu'ils vont nous financer. Mais par contre, ils demandent 2 choses. Ils demandent 1 an de transition. Et eux, dans leur transition de relève, c'était une famille, comme on dit, depuis 1929, 4 générations. L'arrière-grand-père faisait ça dans la viande. Puis les fils, c'était 2 frères. L'entreprise appartenait à 2 frères. Un n'avait pas d'enfants, le deuxième avait 4 enfants. Et j'ai aimé une des questions qui se demandait, mais comment est-ce qu'on sait si la famille prend ou pas? Ils se sont assis en famille et
D'ailleurs, les 4 enfants ont grandi en connaissant comment fonctionne l'abattoir. Donc, ils connaissaient tous les postes. Ça leur revenait vraiment. Mais chacun a décidé qu'il voulait faire autre chose de leur vie. Et ce qui était important, que j'ai trouvé formidable, c'est que chacun a expliqué ce qu'il allait faire après avoir fait l'acquisition. Donc, les 2 frères se sont mis sur la table pour la relève. Et quand nous, on est venus par rapport à l'aspect humain, le 1 an, c'est vraiment fait. On s'est dit 6 mois, et je me les ai demandé, si on arrive au bout de 6 mois, je vais vous laisser partir, il n'y a pas de problème, mais si on n'y arrive pas, les investisseurs veulent 1 an. Et vous êtes d'accord? Ils ont dit oui, on est d'accord. Ensuite, la balance de prix de vente, je pense qu'elle est très importante. Je parle trop, mais je pense que c'est important de mentionner ça. C'est que cette balance de prix de vente donne l'assurance à toutes les parties prenantes. Ceux qui vendent, vous êtes certains de dire, OK, ça monte. Vous savez, quand on a eu, depuis 1929 quelque chose, on ne veut pas partir et savoir que ça ferme. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'accompagner. Et le fait de y mettre ses billes montre qu'on va aider dans la suite. Ça évite les surprises. S'il y a des surprises, ça permet de boucler toute surprise qui peut en venir. Mais aussi, ça permet de stabiliser par rapport aux investisseurs qui ont une certaine crainte. Et je pense que ces 2 permettent de passer la transition très bien. Vous étiez tout de même quand même des intrus, en quelque sorte, dans la famille La France. Donc, c'est pas évident de se faire accepter. Et on le sait, les premiers mois sont très, très cruciaux dans cette nouvelle aventure-là, quand on reprend une entreprise. Vous l'avez évoqué, vous étiez près de vos employés, mais je veux quand même vous entendre sur comment s'est passé les premiers mois dans cette transition-là, avec l'équipe de direction qui était en place, les frères, évidemment, qui vendaient leur entreprise, et les nouveaux acquéreurs qui étaient votre conjoint et vous. Je veux donner beaucoup de crédit ici à mon conjoint, qui malheureusement n'a pas eu la chance de pouvoir venir avec nous, qui est un directeur général. C'est lui le directeur général de l'entreprise. Hein. C'est lui qui, sous les opérations, c'est lui qui livre. Ça prend une patience et une écoute colossale. Pour certains qui le connaissent ici, je pense qu'il y a plusieurs membres qui le connaissent ici. Quand on voit Guillaume, on voit qu'il est d'une patience et d'une écoute. Et répondre sincèrement à tout ce qui va venir. Je me rappelle, on a acheté le 6 avril, c'était un vendredi. Le samedi, on s'est assis avec les anciens propriétaires, on s'est mis d'accord le plan de match. On avait un grand bureau, on a mis 3 bureaux dans le grand bureau, dont il y avait l'ancien propriétaire et nous 2. Et le premier jour, c'est passé comment? Comme une lettre à la poste. Rien n'a changé. Les anciens propriétaires, tout en étant très humbles et en nous passant l'information jour après jour, ont continué à répondre aux questions, ont continué à s'en prendre de la place. Et je me rappelle de François, quand il partait le soir, il me demandait, il me dira, est-ce que je peux partir aujourd'hui? J'ai bien gagné ma journée? Oui, François, tu peux aller. Et il partait, c'est nous qui fermons. On s'assurait que tous les chèques qu'il nous avait donnés, on le faisait, on fermait la porte et on partait. Et ça s'est passé comme ça, jour après jour, jour après jour. Et on a appris tous les métiers. J'ai entendu tout à l'heure dans une des conférenciers qui disait on a commencé par le plus difficile. Il n'y a pas de recette gagnante dans le plus difficile. Quand on est papa ou maman, ça nous écrit, on est écrit ce qu'on doit faire? Non. On doit faire face à toutes les situations, une après l'autre. Mais une chose est certaine, c'est que réellement, j'ai vu dans la clé, on met 1 année de transition pour ceux qui achètent de l'externe. Ça prend vraiment ça. Ça prend 6 mois, 8 mois, 1 année. Et by the way, je vais raconter une petite histoire. On est dans l'alimentation. Hein? Donc, quand on est dans l'alimentation, est-ce qu'on ferme un 31 décembre? Non. On est ouvert. Donc, nous, on est ouvert dans la plupart des fêtes. Donc, c'est là où il y a le pic. Donc, il y avait une des fêtes qui est passée. C'est une des plus grosses fêtes pour le business. Et François appelle et parle à la personne qui est en charge des achats-ventes, qui est un membre de la famille. En passant, la compagnie aujourd'hui est gérée par la famille. Le directeur général c'est mon conjoint. L'achat-vente, c'est par ma sœur. Il y a un autre membre de la famille du domaine administratif et financier qui est dedans. On a un autre membre. Bref, la famille est vraiment implantée dans l'entreprise. Et François a appelé. Cette histoire que je vous raconte se passe il y a 3 mois. Et François demande l'acheteur-vendeur. Puis il prend le téléphone et puis il dit « Alors, on aura la plus belle vente de l'année aujourd'hui. » Ça fait 4 ans qu'il est parti, là. Et pourtant, il sait quel est le but de l'entreprise. Il continue à injecter une petite énergie que ce soit. Et nous-mêmes, quand on a des projets, on l'appelle et on discute. Donc, cette passation de cédant et preneur, c'est très important. Si vous avez votre compagnie que vous voulez céder, être partie prenante de ça. Et le repreneur aussi,
en toute humilité, je me rappelle de la soirée de revoir qu'on a fait à François et à sa famille. C'était la plus belle soirée que vous pouvez imaginer. Tous les employés se sont mis, ils ont fait une belle vidéo qui retraçait les années. Ça s'est assis, ça a bu, mais on leur a dit merci. Merci depuis 1929. Et en plus, vous savez quoi? Vous voulez de la viande, vous voulez quelque chose, venez-en. C'est chez vous ici, c'est pas comme si on vous mettait à la porte. Et cette symbiose de planification, cette symbiose d'amitié entre le vendeur et le seller, surtout en génération, c'est important. Il faut être humble et avancer dedans. On a parlé dans l'atelier Dimension humaine que le cédant a à vivre un deuil, en quelque sorte, dans son entreprise quand il la cède à une autre génération. Là, en plus, c'était une autre génération qui n'était pas celle de sa famille, qui était des purs étrangers, comme je le disais. Donc, vous avez parlé que vous avez fêté leur départ. Est-ce que ce deuil-là a été long, selon vous, de leur part? Je pense l'avoir vécu avec nous pendant une année. Et surtout de voir les belles choses qu'on mettait en place. Je me rappelle la première fois que j'ai posé des questions, par exemple, de traçabilité. Lorsqu'on avait pris l'entreprise, il n'y avait pas de traçabilité interne. Et j'ai posé à... J'ai dit, qu'est-ce que tu penses si on mettait la traçabilité? Il me dit, oh, ça va l'enfer. Et aujourd'hui, c'est une des fiertés de l'entreprise. Nous pouvons... de l'étable à la table, dans votre assiette, on peut vous dire exactement d'où ça vient, comment ça a été nourri, quel est son épisode, de quelle ferme, quelle est l'histoire. Et cette traçabilité-là, aujourd'hui, c'est, comme on dit, la planification de l'après. Quand on prend, on amène l'entreprise ailleurs, avec de nouveaux yeux, surtout dans notre cas, avec nos yeux de gestionnaire, avec nos yeux de visée internationaux, avec nos yeux de visée vraiment d'ouverture. On amène un plus à l'entreprise et on l'amène vers son prochain épisode, vers sa prochaine destination. Vous m'avez un peu devancé sur ma prochaine question. Le secteur agroalimentaire subit beaucoup de fluctuations, surtout au niveau du prix. Le Canada n'a pas les mêmes lois, les mêmes règlements, les mêmes exigences que peuvent avoir les États-Unis, par exemple. Je mentionne ça parce que vous avez aussi des clients aux États-Unis. Comment se passe ce secteur d'activité-là? Et là, j'essaie de faire encore le pont entre le fait qu'il y a 5 ans, vous n'aviez aucune idée ce que c'était le secteur d'alimentation, à part d'être une simple consommatrice comme nous tous ici, là. Voilà. Donc, je rectifie, nous ne sommes pas encore sur les marchés internationaux, mais nous visons ça. Le futur, c'est vraiment déjà... Je vais le résumer avec un mot, notre vision qui le dit bien. C'est de faire goûter la viande du terroir du Québec partout, pouvoir l'amener partout. Et pour cela, on doit répondre à des normes des pays, d'autres pays ou d'autres régions. Aujourd'hui, nous sommes le plus gros abattoir sous juridiction provinciale du Québec, au Québec. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire. Certains de nos clients qui sont ici sont aussi en Ontario. Ils aimeraient bien qu'on fournisse l'Ontario. Et pour le faire, nous devons répondre à ces normes-là. Donc, fort de notre expérience qu'on a eue avec African Suppliers en faisant les normes, nous pouvons l'appliquer ici et pouvoir le mettre en place. Et oui, il y a des marchés aujourd'hui qui ne demandent qu'à ça, qu'à ce qu'on puisse grandir et ouvrir. Et c'est à nous d'être ouverts et d'aller vers là. Nous aborderons cet après-midi un autre aspect d'un processus de transfert et de relève sur le financement. La question qui tue, si on peut dire, comment on peut financer une entreprise comme celle-là alors qu'on ne peut pas profiter de nos parents, de nos grands-parents qui cèdent l'entreprise alors que vous étiez des étrangers, évidemment, pour cette famille-là. Donc, je suis persuadé qu'ils ne vous ont pas fait de cadeau, là. La famille, ceux avec qui on a pris, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur l'aspect humain. On a beaucoup travaillé sur l'aspect humain. Ma propre raison d'être reste d'aider et de grandir avec tous ceux qui sont autour de moi. J'ai pour philosophie de vie de dire, je suis dans ma BMW, j'ai une belle voiture, une BMW, je roule sur la route, là, mais si je suis tout seul, je ne peux pas l'apprécier. Il faut être en gang. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps d'apprécier, d'aimer son autrui et d'avancer ensemble. Donc, dans notre vision, on le dit, nous laisserons un monde meilleur à tous les niveaux. Du niveau fournisseur, client, mais c'est ensemble qu'on le fait. Et nous, on l'a vraiment fait avec la famille. Donc, c'est vrai que cette famille qui a cédé, laissé quelque chose, mais on l'a tellement valorisé en leur montrant qu'il y a un demain. Et en passant, il y a une chose que j'ai dit lorsque j'achetais, on était yeux dans yeux avec l'ancien repreneur, j'ai dit, écoute, moi, il y a une chose que je rachète ici, c'est le nom.
Il me dit, ah bon? Je dis oui. Je dis, je veux le nom. Donc, j'ai racheté le nom Louis Lafrance et Fils. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans notre nouveau branding, on ne parle plus d'abattoir, on parle vraiment des viandes Louis Lafrance et Fils, qui est la référence dans le domaine au Québec. Pourquoi c'est important pour vous de racheter ce nom-là? Non, évidemment, une notoriété qui datait de 1929, mais au-delà de cette notoriété-là? Bah, écoutez, on dit souvent, on ne change pas une équipe gagnante, on ne change pas un nom gagnant. Ils ont mis... c'est une histoire. Et l'histoire, nous, notre épisode à nous, c'est de continuer cette histoire-là et de la faire, de la mener au-delà de ça. Et on a fait un bout de chemin, il y a encore à faire parce que, comme j'ai dit, l'idée, c'est vraiment de faire goûter la viande du Québec ailleurs. J'étais très surprise quand on a reçu la visite des Russes, des Turcs, des Américains. C'est sympa, c'est vraiment sympa. C'est à nous maintenant de grandir, de répondre aux normes, de répondre à l'appel, de grandir avec les défis qu'il y a opérationnellement actuellement. Mais il y a vraiment un potentiel. Donc, c'est à nous de faire face aux défis et de contribuer. Essayons de revenir 5 ans en arrière. Si vous aviez à changer quelque chose dans votre processus d'acquisition de cette entreprise-là, est-ce que vous auriez changé quelque chose avec le recul que vous avez aujourd'hui? Rien, je pense rien. Moi, je dirais rien. Mon conjoint dirait, ah là là, qu'est-ce qu'on était serré du point de vue finance. Parce que lui, il gérait du point de vue opérationnellement parlant. Et puis, c'est un très perfectionniste du point de vue financier. Il ne veut pas manquer. Et donc, lui, il aurait aimé être moins serré. Mais je trouve que franchement, c'est une très belle relève. Il me doit de remercier ici les investisseurs qui ont fait leur part de chemin. J'en parlerai dans la partie financement. Mais par exemple, des institutions comme la SADC et CLD, ce genre de deal n'aurait pas eu lieu sans eux parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés. Puis, lorsqu'il y a eu les major investisseurs, Desjardins notamment, qui a mis sa main à la pâte, et je vous dis, ils ne m'ont pas graissé la pâte pour que je vous dise ce que je vous dis là maintenant, ils ont vraiment joué le rôle. Il y avait des questions clés et ils nous ont accompagnés. Il y avait la partie de capital risque. Je me rappelle très bien de gens, on ne se connaissait pas du tout. Hein. Il avait entendu parler du deal. Il s'est déplacé à Montréal. En plus, attendez, la belle histoire, c'est que j'étais ronde comme je ne passais pas à travers la porte parce que j'attendais notre premier garçon. Donc, il s'est déplacé pour venir me voir et on s'est assis à la table. Ils nous ont vraiment aidés et accompagnés dans ce processus-là. Je trouve que c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas le faire sans les partenaires sérieux. Et ça a été capital. C'est comme ça que le deal s'est fait. Non, je ne changerai rien. Je trouve que c'est très bien. Et je dirais, en 2010, lorsque je cherchais une entreprise pour grandir, je me suis assise avec un coach et j'ai vraiment écrit ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était de grandir de C à Q. C, pourquoi? Parce que le A, B avait été déjà fait. Il y avait eu déjà African Players, on connaissait l'histoire. Q, parce que le Z n'était pas là encore. Il fallait grandir de C à Q, donc un grand bond, sans toucher les acquis. Donc, c'était hors de question de vendre la maison, d'hypothéquer la maison. Ça, c'était... j'ai signé le deal avec mon conjoint parce que lui, il était vraiment sérieux du fait qu'on ne pouvait pas tout hypothéquer. Et en restant absolument éthique vis-à-vis de mon employeur. Parce que j'étais employée, j'ai fait des économies. Alors, ce que j'ai fait, lorsqu'on a trouvé la boîte, je ne me posais même pas la question de combien ça coûtait. J'ai hypothéqué ma retraite, sans toucher vraiment à la maison, à rien du tout, seulement ça. Et on a dit, allez, j'ai cherché les investisseurs. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait un tellement bon deal en montrant qu'on pouvait le faire, qu'on a eu 4 banquiers qui se battaient à la course pour nous soutenir. Ça, c'était formidable, par contre. J'ai adoré cette partie-là. J'aurais encore plusieurs questions. Le temps file et je veux laisser la chance à la salle d'en poser quelques-unes. J'aurais tendance à me projeter dans l'avenir, mais dans l'avenir avec un cédant qui voudrait faire, pas un cédant, un repreneur qui voudrait, faire la même chose que vous. Si vous aviez un conseil à transmettre à un repreneur potentiel, un entrepreneur qui veut reprendre une entreprise existante, parce que oui, c'est une forme d'entrepreneuriat. On pense souvent que être entrepreneur, c'est de démarrer son entreprise, mais en reprendre une, c'est d'être aussi un entrepreneur et de pouvoir amener cette entreprise-là à un autre niveau. Donc, quel conseil vous donneriez à ce repreneur-là? Faites votre due diligence. Due diligence Google, là, il y a plusieurs étapes. Faites-la thoroughly, vraiment en détail. Répondez à toutes les questions. En répondant à ces questions, vous verrez les éléments cachés. Première leçon, faire la due diligence, s'impliquer dans la due diligence. Moi, je l'ai faite. Les compagnies que j'ai voulu acheter, là, c'est moi qui suis partie. J'ai regardé. On ne m'a pas dit... Et j'ai mis en place une équipe imbattable. J'avais 4 gérants, un financier,
vraiment des bons conseillers là, qui savaient que je ne pouvais pas me tromper tellement. Deuxièmement, vous savez, l'ego humain est très présent. Il y a des choses où on dit ah, je veux cette paire de chaussures, je veux cette entreprise, je veux. Il ne faut pas acheter le double du prix là. Je sais qu'il y a un prix de bonne volonté à mettre, un bon goodwill à mettre dedans, mais le double là, c'est pas raisonnable. Beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'elles n'ont pas été achetées au bon prix. Donc si vous voulez acheter, achetez à la valeur que ça vaut vraiment de ça. La troisième chose, je dirais, l'aspect humain. Je ne mettais pas dans l'équation avant cette relation que j'ai eue avec les anciens releveurs, la dimension humaine. Aujourd'hui, je n'achèterai pas une boîte, même si elle est viable, avec une personne qui est de mauvaise volonté. Je ne le ferai pas. C'est capital dans la réussite. Je crois que c'est Claude Barry qui l'a mentionné ce matin, ou du moins si ce n'est pas Claude, la personne va se reconnaître. Si on n'a pas le bon repreneur devant nous, ne vendez pas votre entreprise. Donc, c'est un peu ça que vous souhaitez transmettre comme conseil aussi, là. Absolument, absolument. La dimension humaine, elle est très là. Rester amis, c'est une de génération en génération. C'est très beau, d'ailleurs, de continuer cette discussion-là, parce que ceux qui l'ont vécu il y a 5, 10, 20, 30 ans voient des choses que vous ne pouvez pas voir. Vous n'avez pas été là tout le temps. On dit souvent, ah, les parents, ils ne savent pas. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils savent? Il nous reste 2-3 minutes. On va voir la salle pour savoir s'ils ont des questions. Je ne sais pas, le micro, il est là. Peut-être aller au micro, Claude, pour question de caméra. Je suis curieuse de la question. J'ai beaucoup aimé vos interpellations. Bonjour. En passant. Ah, merci. Je connais très bien François et André, qui ont cédé l'entreprise. Je sais, entre autres, qu'il était jeune, hein, François, 50 ans, 52 ans. Puis François, il était vraiment, le vrai mot, c'est tanné. Il m'a dit, tu sais, Claude, là, c'est difficile parce que c'est une main-d'œuvre spécialisée quand même. C'est très dur physiquement, c'est exigeant. Puis c'est de ça qui est tanné de faire continuellement de l'embauche. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose qui fait en sorte que, vous parlez tantôt de la qualité des gens, est-ce que vous avez mis quelque chose en place au niveau des ressources humaines, justement, pour essayer? Parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'en entreprise, un des grands défis, c'est la capacité de retenir les gens qui sont en place. Parce que quand on est continuellement formé, ça coûte de l'argent, premièrement, puis le temps qu'on forme, mais on est moins productif aussi. Merci. Merci pour une très, très belle question. Alors ça, c'était une de nos réussites, et je le dois encore à Guillaume, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est mettre en place ce qu'on appelle une organisation. Avant d'acheter, j'avais demandé à François, quel est ton organigramme? Il y a 40 employés, donne-moi un organigramme. Il m'a dit, j'en ai pas. Tout le monde lui reportait, tout le monde venait lui poser la même question. C'était lui le chef et qui répondait à tout. Aujourd'hui, on a mis en place, d'abord, premièrement, j'en parle que nous avons acheté, je suis la présidente, mais le directeur général, c'est Guillaume. Et tout le monde est remplaçable aujourd'hui. Il y a un contremaître de production, il y a un contremaître de shipping, il y a des chauffeurs et il y a des backups pour toutes les positions. Si une personne n'est pas là, c'est une entreprise. Et c'est vrai que la main-d'œuvre journalière, elle est difficile à gérer, mais nous avons mis en place un processus où nous avons même une liste d'appels de gens. Quand quelqu'un ne monte pas, on le fait remplacer. Mais aussi, on a fait grandir dans le cœur des employés la responsabilisation. C'est-à-dire que même parmi les journaliers, les employés avant pouvaient se permettre de dire « on ne vient pas le matin ». Aujourd'hui, non. Il y a un processus qui fait que si tu ne viens pas, il y a des conséquences, donc tu comprends et tu intègres ça dans ta gestion. Donc cette manière de gérer qui est au fait notre fort, parce que c'est comme ça, on est venu comme étant gestionnaire, on l'a mis en place et ça marche très bien. Et j'encourage, je pense que pour ceux-ci, s'il y en a des compagnies qui veulent céder, s'il y a quelques conseils que je donnerai, mettez en place une organisation pérenne, c'est faisable. Et en passant, dans une entreprise, tout le monde doit être remplaçable, y compris le PDG. En quelques secondes, aviez-vous senti cette inquiétude-là de la part des employés lors de la transition qui s'est faite entre l'équipe de gestion qui est en place et la vôtre? L'inquiétude de... Bien, au niveau de l'aspect humain et l'inquiétude de la pérennité de l'entreprise? On l'a senti, mais fort de nos connaissances de gestion, il faut dire qu'on est venu, lorsqu'on a repris l'abattoir, on avait tous les deux 15 années de bonne gestion. On ne connaissait pas le domaine, donc l'exception confirme la règle en disant qu'il y en a qui doivent connaître le domaine. Nous, on ne connaissait pas le domaine, mais en termes de gestion, imbattable.
pour avoir fait tellement de positions ailleurs, d'avoir géré tellement de petites usines, d'avoir compris l'aspect humain. On savait que ça allait être difficile, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Donc oui, il y avait des inquiétudes. Je me rappelle mon premier débat lorsqu'on s'est présenté, on m'a demandé « Ah, qu'est-ce que vous allez faire de nous ?» Vous êtes assuré de votre emploi, nous allons créer une entreprise. On a créé la responsabilisation dans chacun. Il n'y a pas de sous-métier. Même la personne qui fait le ménage a son importance dans l'alimentation. Si ce n'est pas propre, on ne peut pas avancer. On a créé ce cœur-là dans chacun. C'est les fiches de poste, on a tout mis en place. Et aujourd'hui, c'est beau à voir. Dernière question. Malheureusement, le temps presse. Oui, allez au micro, s'il vous plaît. Vous avez vraiment un success story sur toute la ligne. C'est vraiment un cas exemplaire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont mal été? Si vous ne répondez pas à la question, je vais vous la reposer. Je vais la reposer. Bon, des choses qui ont mal été. Oui, il y a des employés. Dans une reprise, il y a toujours des employés qui vont rester, à qui ça va marcher, la chemistry, la chimie va marcher. Et il y en a d'autres, ça ne va pas marcher. Et ça, il faut le comprendre très rapidement dans le game. Et pour ceux avec qui ça ne va pas marcher, il ne faut pas trop tergiverser. Bon, l'expérience va faire qu'on va prendre le temps d'essayer, mais à la fin, il ne faut pas perdre beaucoup de temps. Donc, dans ce cas-là, on a dû former d'autres dans le processus de ceux qui étaient clés. Mais ça s'est fait rapidement. Comme on a compris qu'il y avait un besoin d'aller chercher des experts, ça a pris du temps. Disons qu'au lieu, je pense que si jamais on se posait la question, ça a dû prendre 2-3 ans à stabiliser la partie humaine. Mais j'accepte en disant que c'est un bon success story, parce que quand on parle de taxes, de légal, de gestion d'entreprise, je pense que ça a été plus ou moins très beau. Et l'aspect d'être peut-être plusieurs gestionnaires dans le conseil d'administration, dans ce que j'appelle le comité de direction, le fait d'être... vous savez, chaque semaine, on a une journée, 1 heure qu'on prend. Dimanche matin, 7 heures. Il faut être fort, hein? Mais dimanche matin, 7 heures, on est en gang de famille et on parle business 1 heure de temps, chaque semaine. Et une fois aux 3 mois, on fait la planification 2 jours, on s'isole et on s'occupe de la business. En faisant ça, ça permet de voir les problèmes qui peuvent venir, ça parle des problèmes et ça se gère. Donc, en gérant les problèmes, je pense qu'on a moins de surprises et on anticipe pas mal. Donc, la partie planification est très, très importante. Merci. Indira Moody, présidente de Louis Lafrance et Fils, merci beaucoup de ce témoignage. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce parcours professionnel-là qui est très, très intéressant, qui rentre parfaitement en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Ici Martin Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous assurément dans une autre émission spéciale ou une autre formule de ce genre très bientôt. Et on retourne à la programmation régulière du colloque dans quelques minutes. Merci.